Ghislain se souvenait encore de ce jour-là. Cet homme que tous fuyaient, ce parieur de bas étage rongé par ses dettes et méprisé de tous, c'était lui, le talent qu'il avait été prêt à tout pour recruter. Parce qu'il possédait un don si rare que même les dieux en seraient devenus jaloux. Et maintenant que Ghislain avait eu la chance de renaître, il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Ce bras que Claude avait perdu par le passé à cause d'un incident, dans cette vie-ci, il jura qu'il le protégerait. Entier, indemne. Son épée s'était interposée sans hésiter entre Claude et celle de l'assaillant qui fonçait sur lui. Le meneur, surpris de voir son attaque stoppée, s'était aussitôt redressé pour demander, d'un ton glacial, qui il était. Ghislain, lui, ne se cacha pas. Il révéla aussitôt son identité, nouvellement acquise, le baron Ghislain Perdium du royaume de Runia. L'homme au crâne rasé avait marqué un temps d'arrêt, comme si cette réponse bousculait tous ses repères. Un noble, de ce rang-là? Mais alors que la tension semblait s'apaiser, ces hommes, s'étaient subitement rués vers lui, par réflexe ou par panique. Heureusement, le chef hurla aussitôt un ordre clair. « Stoppez-moi ce bordel !» Sans cela, l'endroit aurait sans doute été baigné de sang. Une voix plus cordiale résonna aussitôt dans la salle du Kraken, visiblement rattrapée par la réalité du statut de leur invité. « Bienvenue au hall de jeu, très cher jeune noble du royaume voisin. Veuillez excuser la grossièreté de mes hommes. » Il leur intima ensuite de ranger leurs armes, suggérant qu'une bonne discussion autour d'une table vaudrait toujours mieux qu'un affrontement inutile. Après tout, n'était-ce pas en cultivant la paix qu'on s'enrichissait le mieux? Mais une chose continuait de le titiller. Ce chef ne comprenait pas comment un noble de sang pouvait mettre les pieds dans un tel lieu malfamé. Ce brouillard de vices et d'arnaques, n'était-il pas bien trop bas pour un homme de sa lignée? Ghislain répondit simplement, d'un ton calme, il était là pour retrouver quelqu'un. Et au vu de la situation, son interlocuteur n'avait probablement aucun mal à deviner de qui il s'agissait. Puis, il jeta un regard à Claude, qui était toujours face contre la table. Il lui dit qu'il pouvait se relever, qu'aujourd'hui, il le ramenait avec lui. Au même moment, de l'autre côté du hall, 3 dés retombèrent lourdement sur la table. Un triple nombre impair, le score maximum de ce jeu sacré. Celui qu'il avait obtenu n'était autre qu'Alfred, un nouveau joueur sous protection spéciale. Il n'en revenait pas, tout cet argent, gagné en un seul coup, grâce à un simple jeu? Karl, qui l'observait, ne pouvait plus contenir son euphorie. Il en riait même à gorge déployée, persuadé que la chance des débutants restait toujours un sacré sujet à débat. Il s'étonnait du montant, lui proposait déjà de faire équipe avec lui. Mais Alfred n'écoutait même plus. Il était ailleurs. Son cerveau battait à tout rompre, pas à cause de l'excitation, mais parce qu'il était pris dans un tourbillon de choix à faire. Les gains de ce jeu représentaient des dizaines de fois ce qu'il gagnait chaque jour à vendre des parchemins magiques, en travaillant 20 à 25 heures. Son cœur battait à tout rompre. Il n'avait pas ressenti une telle adrénaline depuis des années. Il était irrémédiablement happé par la sensation de gagner de l'argent facilement et dangereusement vite. Mais une voix vive et incisive le ramena sur terre. « Monsieur, vous êtes sérieux? On a traversé tout ça juste pour venir chercher un parieur minable? Un gars qu'on menace de lui trancher la main à tout moment ?» Ghislain répondit d'un ton affirmatif, sans détour. Mais le chef du hall, lui, ne comptait pas laisser partir Claude. Il expliqua qu'il avait triché durant une partie du jeu sacré, et qu'en conséquence, selon les règles de la salle, il devait payer le prix. Cela troubla profondément Ghislain. Dans ses souvenirs, rien de tout cela ne s'était produit ainsi. Était-ce un autre effet de sa renaissance? Le cours du destin avait-il été modifié? Juste à ce moment-là, Claude à genoux, esquissa un sourire étrange. Puis, devant tout le monde, il s'effondra et déclara avec une sincérité poignante. « Baron Ghislain, je suis désolé, j'ai merdé. J'ai perdu tout l'argent que vous m'aviez confié, j'ai tout parié. Mais je vous jure sur ma vie que je ne vous ai pas trahi. J'ai perdu parce qu'ils ont triché. Les dés, c'est eux qui les contrôlent. Et moi, dès mon entrée, ils m'ont fouillé, impossible d'avoir le moindre outil de triche sur moi. » Contre toute attente, Claude n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Belinda l'interrompit, visiblement troublée, sans qu'on comprenne pourquoi elle lui parlait ainsi. Mais Ghislain, qui avait partagé une vie entière avec Claude, en devina aussitôt le sens. Il avait également perçu la faille que Belinda avait failli laisser échapper sous la pression. Il s'apprêtait alors à négocier sérieusement avec le chef chauve pour récupérer Claude. Mais au lieu de se montrer coopératif, l'homme au crâne rasé se permit de lui lancer un avertissement. Il trouvait étrange que Claude ait autant d'argent et conseilla prudemment à Ghislain de se méfier de ses propres hommes, pour ne pas être dupé et finir ruiné. Puis, plus froidement encore, il le mit en garde, la salle de jeu Kraken était sous la juridiction directe des barons locaux. Peu importait son rang de noble, ici, il ne pouvait pas faire n'importe quoi sans risquer de déclencher une crise diplomatique. Il l'invita donc à venir et à repartir calmement. Ghislain refusa sans la moindre hésitation. Cette affaire touchait à son argent, et donc à bien plus que de simples principes. Voyant son interlocuteur grimacer face à sa détermination, il proposa un compromis. Puisque tous deux tenaient à Claude, autant régler cela par un jeu. Si Ghislain gagnait, il repartirait avec Claude et tout l'argent perdu. En cas de défaite, il s'engageait à céder sans condition son titre, ses biens, et tout ce qu'il possédait. Un murmure parcourut la foule.
Claude s'était approché, murmurant à Ghislain qu'il appréciait sa mise en scène, mais qu'il se demandait qui était prêt à faire tout ça pour lui. Ghislain l'avait alors pris par l'épaule, rapprochant son visage du sien pour lui souffler que c'était simplement parce qu'il avait besoin de lui, le reste, il pouvait s'en charger seul. Le chauve, lui avait reconnu en Ghislain un noble comme on en croisait rarement, audacieux, prêt à tout miser. Il confirma qu'ici dans une salle de jeu, on ne pouvait refuser un défi. Mais il prévint aussi que le pari ne reposait que sur la volonté de Ghislain. En cas de perte, il n'y aurait aucun retour possible. Les autres joueurs s'étaient alors rassemblés, impatients d'assister à cette confrontation hors norme. Le chef chauve en exposa brièvement les règles, celui qui tirerait le chiffre le plus bas remporterait la partie. En cas d'égalité, on recommencerait jusqu'à ce qu'un vainqueur émerge. Quand vint le moment crucial, Ghislain afficha un sourire hautain, pressant que le jeu commence. Chaque seconde qui passait, c'était de l'argent pur perdu. Cette fougue plut beaucoup au chauve, friand de ses nobles impulsifs. Le jeu fut lancé avec une pièce. Face fleurie, c'était au chauve de commencer. Il secoua frénétiquement le gobelet, de toutes ses forces, attirant tous les regards. Tous, sauf celui de Belinda, qui ne comprenait pas pourquoi une simple partie de dés déchaînait autant de tension. Elle ignorait encore que tout cela était un stratagème du chef, faire diversion, attirer les regards et tricher en toute impunité. Et le déroula. Le plus petit score possible, un chiffre que même les dieux auraient redouté de voir apparaître. Ghislain avait cru qu'elle durerait plus longtemps, qu'il pourrait encore observer quelques coups, mais non. L'issue semblait déjà se dessiner. Tandis que les spectateurs murmuraient entre eux, Belinda laissait transparaître une certaine inquiétude. Quant à Claude, inutile de préciser, si Ghislain échouait à obtenir un score significatif avec les dés, l'autre allait s'en tirer avec un bras en moins, une injustice flagrante qui l'exaspérait. Il lâcha un sourire presque désolé, ironisant sur la pression qu'il faisait involontairement peser sur les épaules de Claude. À ce rythme, la partie allait s'achever avant même d'avoir commencé. Mais face à l'arrogance des abusés du crâne rasé, Ghislain répliqua froidement qu'il avait une stratégie précise pour remporter le duel. L'autre se contenta de se moquer, prétendant déceler ses véritables pensées derrière son air sûr de lui. Il croyait maîtriser le jeu, persuadé que sa toupie truquée était invincible. Sa rapidité de main lui permettait de contrôler précisément la valeur des dés, et en plus, il avait même trafiqué ceux de Ghislain. Il pensait que les probabilités étaient de son côté. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Ghislain avait prévu ce coup-là depuis le début. Il insuffla une infime dose de magie dans la coupe à dés, et là le miracle se produisit. Dès l'instant où les dés furent lancés, tous les regards se figèrent. Même le crâne rasé n'en croyait pas ses yeux. Le résultat était clair, 1-0, une valeur théoriquement impossible. Hors norme. Devant cet affront aux lois même du jeu, le tricheur éclata, hurlant que la manche devait être annulée, qu'on ne pouvait pas sortir un tel score, que ce n'était pas réglementaire. Mais Ghislain s'approcha tranquillement et répliqua que rien dans les règles n'interdisait une telle issue. Et d'un mouvement brusque, il saisit le poignet de son adversaire. Dans sa paume comme prévu, reposait un autre dé, un modèle spécial, conçu pour toujours tomber sur un. Les spectateurs révoltés explosèrent, tout prenait sens. Depuis 2 ans et demi, ils avaient été dupés, traités comme du bétail par ce misérable voleur. Ghislain cita alors, mot pour mot, ce que le tricheur lui avait lui-même dit plus tôt, si quelqu'un trichait pendant un jeu sacré, alors il devait payer le prix fort, selon les règles de la maison. Cette fois, le crâne rasé avait compris, la partie était perdue. Et s'il ne pouvait plus gagner, autant faire parler la force. Il tenta une attaque soudaine, brutale, mais Ghislain esquiva sans peine. Pour lui, cette menace était bien en dessous des adversaires qu'il avait déjà affrontés. Fou de rage, l'homme ordonna à tous ses subalternes de le submerger. Il voulait que Ghislain tombe ici, maintenant. Mais il avait oublié un détail crucial, il était en terre étrangère. Et ici, il ignorait tout de la puissance réelle de celui qu'il venait de défier. Malgré le tumulte, Ghislain n'accorda aucune importance à ces sbires insignifiants. Qu'ils soient 10 ou 20 de plus, rien ne changerait à leur nature de fourmis sans puissance. D'un enchaînement fluide, il esquiva 2 assauts croisant son chemin, puis se servit des corps même de ses assaillants comme tremplin pour lancer une contre-attaque fulgurante, appliquant la stratégie de capture royale des anciens, frapper la tête pour faire tomber le corps. Malgré une peur manifeste, le chef chauve leva sa lame pour frapper. Mais aux yeux de Ghislain, son attaque semblait désespérément lente. Il esquiva sans peine, glissa dans son dos et lui colla sa lame froide contre la gorge. Le chef figé de terreur était à 2 doigts de se souiller. Ces hommes voulant l'aider, se virent infliger le même sort en 1 seconde. Belinda et les autres étaient arrivés, et Ghislain, l'air méprisant, leur avait soufflé de ne surtout pas tenter le diable, car sa lame ne faisait pas la différence entre les yeux ouverts et ceux qui ne voyaient rien. Une fois les opposants neutralisés, Belinda lui demanda la suite du plan. Ghislain confirma, froid et déterminé, il allait repartir avec Claude, ainsi qu'avec toutes les mises qu'il avait perdues ici. Mais à sa grande surprise, le chauve osait encore répliquer, affirmant que ce lieu était la source principale de revenus du baron Roston, et que ce dernier ne tarderait pas à arriver. Ghislain ne se laissa pas distraire. Il comptait justement parler personnellement au baron.
Pour clore la situation, il transféra temporairement la décision à Claude, mais quand il se retourna, ce dernier avait disparu. Le jeune noble soupira. Il aurait voulu lui dire tant de choses, mais repensant à ce que Claude avait fait pour lui autrefois, il choisit de le laisser partir. Bélinda furieuse, marmonna qu'il lui avait évité de se faire démembrer, et que cet ingrat n'avait même pas dit merci. Ghislain, lui, sentait qu'il s'était déjà dirigé vers un nouveau jeu. Pendant ce temps, Claude s'était enfui avec son sac d'argent. Il ne comprenait toujours pas pourquoi un noble avait risqué autant pour lui. Mais désormais, cela n'avait plus d'importance, il devait juste remettre l'argent. En chemin, ses pensées le ramenèrent un an en arrière. À cette époque, il vivait reclus dans une cabane de montagne avec une femme qu'il avait recueillie. Il gagnait chaque jour de quoi survivre en misant dans les salles de jeu. Convaincu qu'il existait une formule secrète pour battre les probabilités, il croyait pouvoir les sortir de la misère. Mais un jour, cette femme l'avait interrompu, lui demandant d'arrêter de se sacrifier pour elle. Elle savait que ni la mort de son père, ni celle du maître de Claude n'était de sa faute. Pourtant, Claude se sentait toujours coupable, car c'était à cause de cet homme, le baron Hoston, que tout avait commencé. C'était lui qui avait capturé Claude et condamné la jeune femme à devenir esclave. Juste avant de partir, Claude, à demi conscient, s'était réveillé et avait supplié qu'on la laisse partir. Il était prêt à payer n'importe quelle somme pour la libérer. Hoston moqueur lui avait laissé une chance, une année. Une année pour réunir 10 000 pièces d'or, sinon, elle mourrait. C'était cette dette impossible qui avait poussé Claude à chercher la formule parfaite, à se perdre dans le jeu, à devenir ce que tous craignaient, un joueur fou obsédé. Mais lui savait pourquoi, lui savait pour qui. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du territoire d'Hoston, le baron savourait pleinement les bénéfices que ses geôles lui rapportaient jour après jour. Il se réjouissait de la rapidité avec laquelle les prisonniers étaient transformés en marchandises. À ses yeux, il devenait urgent d'investir un peu plus d'argent pour agrandir ses installations. Il s'était tourné vers son fidèle bras droit, Rossiel, pour lui rappeler que les esclaves de basse caste nourris à sa table devaient au moins pouvoir rembourser leur valeur, faute de quoi, ils ne méritaient même plus de vivre. Il exigea également que tous ceux qui n'avaient pas payé leur rançon dans la semaine soient exécutés. Rossiel acquiesça sans broncher, mais souleva un point resté en suspens depuis près d'un an, que faire de la fille du traître? À cette question, Hoston sembla d'abord perplexe, comme si le nom l'avait totalement quitté. Il resta pensif, remuant des souvenirs poussiéreux pendant 2 bonnes minutes, avant de se rappeler enfin, Claude. Aucune nouvelle de lui? Rossiel confirma, pas la moindre. Pire encore, d'après certaines rumeurs, Claude aurait tout perdu aujourd'hui, vidant jusqu'à ses dernières économies. Cette révélation irrita immédiatement Hoston, qui comprit que l'un de ces hommes avait agi dans son dos. Au départ, il n'avait vu en ce Claude qu'un individu ordinaire. Mais les rumeurs affirmant qu'il était le fils d'un traître l'avaient profondément contrarié, au point de vouloir le rayer de la carte. Rossiel pragmatique, s'interrogea tout de même, et si Claude avait réellement réuni la somme nécessaire, que ferait-on alors? Hoston, avec un sourire sinistre, répondit sans détour. On encaisserait l'argent, puis on l'éliminerait discrètement. Après tout, personne ne pleurerait un joueur compulsif. Mais au moment même où il formulait cette pensée, un soldat entra brusquement dans la pièce, poussant la porte d'un geste précipité. Il s'excusa d'avoir interrompu, puis annonça qu'un certain Claude demandait à voir le baron. Il prétendait avoir réuni l'argent pour la rançon. À ces mots, Hoston ne put cacher sa surprise. Quelques instants plus tôt, on lui avait encore affirmé que Claude était ruiné. Mais puisque l'intéressé se présentait de lui-même, autant le recevoir. Quand Claude fut enfin autorisé à entrer, il alla droit au but, sans perdre une seconde. Il posa une lourde bourse sur la table, annonçant qu'elle contenait les 10 000 pièces d'or exigées, et supplia qu'on relâche Anna. Mais Hoston, loin d'être touché, ne se concentra que sur une chose, vérifier l'authenticité de la somme. Après un rapide examen, il ne put que reconnaître que l'argent était bien réel, ce qui éveilla aussitôt en lui une vive méfiance. Il déclara qu'il était prêt à libérer la fille, mais à une condition, Claude devait répondre à une question. Comment avait-il réussi à réunir autant d'or? Claude sincère expliqua qu'il avait gagné en pariant. Cette réponse suffit à faire basculer la scène. Hoston donna aussitôt l'ordre de l'emprisonner. Claude, abasourdi, ne comprenait plus rien. Il protesta avec force, rappelant qu'il avait apporté l'argent, qu'il y en avait même plus que nécessaire. Mais Hoston, d'un ton détaché, déclara que cette somme était trop suspecte. Si elle venait d'une source douteuse, elle risquait de lui attirer des ennuis. Il expliqua froidement qu'il ferait vérifier l'origine de l'or, et qu'en attendant, Claude devrait rester bien sage dans sa cellule s'il tenait à la vie. Ainsi fut-il traîné de force par 2 soldats. Un simple joueur capable de réunir une telle fortune? Personne n'aurait pu y croire, du moins, jusqu'à ce que l'improbable se produise. Au moment même où Claude allait franchir le seuil de la porte, les 2 soldats qui le tenaient s'effondrèrent brutalement, assommés net. Un choc saisit tout le monde. Et c'est alors qu'une silhouette familière s'avança dans la pièce, Ghislain. Il posa doucement la main sur l'épaule de Claude et lui glissa d'une voix calme que désormais, il allait s'occuper du reste. Il lui demanda simplement de lui faire confiance, sans poser de questions.
car s'il lui accordait cette confiance absolue, il lui promettait de lui offrir ce qu'il désirait le plus au monde. Auston furieux, exigea de savoir qui il était. Mais Ghislain ne fit aucun mystère. D'un ton assuré, il révéla son identité, le baron Ghislain Perdium, du royaume de Runia. Et il se déclara ravi de rencontrer Auston, enfin, sous sa véritable identité. Au même moment, Karl et Belinda faisaient irruption, traînant de force le crâne lustré jusqu'à l'intérieur de la pièce. Face à cette scène, Auston perdit soudain tout son flegme. Il fulmina en découvrant l'état dans lequel se trouvait son homme de main, le visage tuméfié, gonflé comme un cochon prêt à l'abattage. Il exigea de savoir pourquoi on l'avait mis dans un tel état. Mais Ghislain n'avait aucune envie de jouer la comédie plus longtemps. Il savait que l'heure n'était plus au faux-semblant. Il déclara d'un ton calme mais ferme qu'Auston savait très bien pourquoi il était là. Il proposa donc de ne pas perdre de temps en bavardage inutile et d'entrer directement dans le vif du sujet. Si tu as manqué les précédentes parties, tu peux trouver les liens en description de cette vidéo ou tu peux cliquer en haut à droite. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout avait basculé le jour où Ghislain était entré en scène. En vérité, tout avait commencé lorsque Ghislain s'était présenté pour négocier directement avec le baron Auston. Il s'était contenté d'un simple « j'ai soif », réclamant un verre d'eau comme si la conversation allait être banale. Cette demande, pourtant anodine, mit Auston hors de lui. Il s'indigna bruyamment, hurlant qu'il était peut-être permis de mal manger, mais certainement pas de mal parler. Il menaça Ghislain de lui couper la langue s'il continuait sur ce ton. À ces mots, son garde s'était déjà mis en position, la main sur le pommeau de son épée. Mais l'arrogance d'Auston n'avait pas anticipé la rapidité de réaction de Karl. Une autre lame, fine et précise, s'était déjà glissée dangereusement contre la gorge du garde, prête à frapper. Ghislain, sans élever la voix, conseilla à Auston d'abandonner ses manières brutales. Ce lieu, dit-il, n'était pas adapté aux gens qui prenaient leurs adversaires à la légère. Auston, incapable de lire la peur sur le visage de ses propres hommes, continua d'exploser de rage. Il osa même accuser Ghislain de semer le chaos sur son territoire, exigeant de ses gardes qu'il chasse immédiatement tous ces fauteurs de troubles. Ghislain, imperturbable, revint au cœur du sujet. Il supposait qu'Auston comprenait très bien la raison de sa visite. Il n'avait pas l'intention de s'éterniser. Il voulait réparation, et vite. Auston, d'abord interloqué, demanda quelle réparation il était censé payer. Ghislain, sans répondre, fit un signe à Belinda. Celle-ci donna un violent coup de pied dans le dos du crâne lustré, qui s'écrasa au sol dans un gémissement. Ghislain expliqua alors qu'il réclamait réparation pour les actes de ce sous-fifre, qui avait triché au nom de son maître et failli lui faire perdre tous ses droits sur ses biens. À ces mots, Auston resta figé. Il calculait à toute vitesse comment se sortir d'un tel pétrin. Le crâne lustré de son côté, hurla son innocence, clamant que tout cela n'était qu'un coup monté, que les autres avaient commencé à tricher avant lui. Mais Belinda, sans la moindre hésitation, lui décocha un nouveau coup de pied. Cette fois, elle lâcha froidement que les chiens ne perdaient jamais vraiment leurs mauvaises habitudes. Face à ce spectacle, Auston finit par admettre qu'il ne savait plus quoi croire. Il demanda alors à Ghislain ce qu'il attendait exactement de lui. Ghislain répondit d'un ton catégorique, une compensation financière, à hauteur des pertes subies. Dans un établissement de jeux aussi réputé, il était impensable que les organisateurs eux-mêmes se livrent à de telles fraudes. Et même après ces accusations, Auston continuait de faire mine de douter. Il déclara que si l'autre disait être innocent et que Ghislain affirmait le contraire, il ne savait pas qui croire. Il proposa donc que chacun porte l'affaire devant un juge, car ce n'était pas, selon lui, dans ses attributions de trancher. Ces paroles d'un cynisme absolu irritèrent profondément Ghislain. Il lui rappela que ce n'était pas le moment de fuir ses responsabilités. Celui qui devait payer, point. Face à cette pression, Auston se contenta de lever les yeux au ciel, lançant un regard méprisant à Ghislain. Il voulait savoir ce qu'il sous-entendait exactement. Ghislain lui répondit alors sans détour. Il savait que les nobles des autres nations fréquentaient assidûment le Kraken Game Hall et que plus de la moitié des revenus du territoire d'Auston provenaient de cet établissement. Alors, si une rumeur venait à se répandre, une rumeur selon laquelle le Game Hall se livrait à des escroqueries. Il était convaincu qu'Auston comprenait parfaitement quelles en seraient les conséquences. Le baron en blêmit. Ghislain venait de poser ses doigts sur le nerf sensible. Auston murmura à peine audible que ce sale gamin osait lui réclamer un pot de vin pour qu'il se taise. Mais il n'eut pas d'autre choix que de céder. Sa richesse, sa réputation, tout était en jeu. Il annonça qu'il paierait le double de la somme demandée. Mais Ghislain, avant de donner son accord, précisa qu'il avait une autre exigence, qu'Auston libère immédiatement la prisonnière qu'il détenait, Anna Ascius. Alors Ghislain formula un dernier ultimatum. Il promit que si ces deux exigences étaient remplies, le dédommagement qu'il avait demandé et la libération d'Anna Ascius, il considérerait n'avoir jamais mis les pieds sur les terres d'Auston, et garderait pour lui les méthodes sordides du baron. Ce fut seulement à ce moment-là qu'Auston comprit vraiment. Il réalisa que Ghislain était venu pour lui, pour l'écraser. Et là, sa colère explosa, le rouge monta à ses tempes tandis qu'il hurlait le nom de Claude, le traitant d'ingrat.
Il lui reprocha d'avoir osé s'associer à d'autres nobles pour lui faire front, alors même qu'il avait eu la clémence de ne pas faire exécuter Anna, qui était pourtant condamnée. Mais les cris d'Oston furent bientôt couverts par les pas lourds des soldats qui envahissaient la pièce. Karl et Belinda, loin d'être impressionnés, affichaient un éclat de fureur presque joyeuse dans le regard, le sang allait couler. Avant que les premiers coups ne soient portés, Ghislain récupéra discrètement un petit couteau que lui tendait Belinda. Dans le même temps, Oston hurlait ses ordres, il promit une récompense d'1 million de pièces d'or à celui qui ramènerait les têtes de ses adversaires. Il croyait qu'il suffisait de les tuer pour effacer toute trace de ce scandale. Mais Ghislain n'avait aucune intention de mourir ici. Lorsqu'un garde tenta de l'attaquer, il para le coup sans effort, puis d'un geste net et précis, planta la lame de Belinda dans la main d'Oston, l'enfonçant jusque dans la table. Le cri de douleur du baron résonna comme une cloche de défaite. Ghislain voulait qu'il s'en souvienne, il voulait qu'il comprenne ce que signifiait désobéir. Il donna ensuite l'ordre à Karl et Belinda d'éliminer quiconque se dresserait sur leur chemin. Les deux guerriers se mirent aussitôt à l'œuvre, fauchant les ennemis comme de simples roseaux. Alors que Belinda prenait un court instant pour reprendre son équilibre, 2 soldats tentèrent de fondre sur Ghislain, une erreur fatale. Il les balaya sans même vaciller, avant de tourner les yeux vers les gardes personnels d'Oston. Des mercenaires bon marché, incapables de tenir plus de 2 échanges. Claude, lui, était resté figé. Quelque chose le tourmentait. Pourquoi songeait-il, ces gens qui le connaissaient depuis à peine 2 heures étaient-ils prêts à verser le sang pour lui? Pourquoi risquait-il même d'offenser tout un territoire pour le sauver? Puis, un souvenir le frappa. Ghislain lui avait dit une chose ce jour-là, parce que tu es quelqu'un dont le monde a besoin. En y repensant, Claude sentit les larmes lui monter aux yeux. Dans cette phrase, il comprenait enfin que le mot « quelqu'un » faisait référence à lui. Et face à un tel don, il ignorait comment rendre un jour une dette si grande. De son côté, bien que blessé et hurlant de douleur, Oston continuait de menacer, prétextant qu'il était soutenu par une puissance redoutable. Mais ses paroles furent interrompues net, Ghislain l'avait fait taire d'un seul coup. Il lui répéta simplement ses conditions, une compensation honnête et la libération d'Anna. Au moment où il s'apprêtait à conclure, Claude posa une main sur l'épaule de Ghislain. Il ne dit rien, mais Ghislain comprit tout. Ils se connaissaient depuis trop longtemps. Claude regarda Oston droit dans les yeux et déclara qu'en cas de problème futur, il pourrait le retrouver au royaume de Runia, à Perdium. Il lui promit un accueil digne de ce nom. Peu après, ils quittèrent enfin le camp d'Oston. Anna fut reconduite dans l'endroit qui lui revenait. Quant à Claude, il prépara ses affaires pour suivre Ghislain. Sur le chemin du retour, les discussions furent nombreuses. Ghislain demanda à Claude s'il était vraiment prêt à se séparer d'Anna. Claude acquiesça, il répondit qu'après tout, Anna serait bien plus heureuse sur sa terre natale qu'auprès d'un homme en fuite, celui-là même qui est responsable de la mort de son père. Bien qu'il ait écouté chaque mot avec attention, ce qui réchauffait le plus le cœur de Ghislain, c'était d'avoir enfin pu rembourser cette dette morale, lourde comme un millier de pierres. Aveuglé par sa soif de vengeance, il avait trop longtemps ignoré la valeur de tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Un sourire léger au coin des lèvres, il demanda alors à Claude si ce territoire ne lui semblait pas magnifique, si l'air ici n'était pas plus pur qu'ailleurs. Claude sincère, confirma sans hésiter. Saisissant l'occasion, Ghislain changea de ton pour déclarer qu'à partir de ce jour, Claude deviendrait l'intendant officiel de son domaine. À ces mots, Claude se redressa d'un coup, comme libéré de toute entrave. Une pensée lui revint soudain, il avait encore une chose à dire à Anna, il fallait qu'il retourne la voir, sans tarder. Pendant ce temps, ailleurs, le comte Desmond apprenait avec fureur l'échec cuisant de son plan. Son visage déformé par la rage, il fulmina contre Ghislain, hurlant qu'il ne pardonnerait jamais une telle humiliation. Il convoqua aussitôt une réunion d'urgence, mais dans la grande salle, ses ministres gardaient un silence de plomb. Aucun n'osait prendre la parole, de peur d'attiser davantage la colère de leur seigneur. D'un ton glacial, Desmond ordonna alors qu'on rédige une lettre à l'intention d'Amelia. Elle devait se préparer immédiatement à mettre en œuvre la prochaine étape du plan. Il était connu comme un parieur invétéré, un homme qui perdait tout dans les tripots. Pourtant, c'est à lui que le jeune seigneur confia la gestion totale d'un territoire fraîchement conquis. Cette décision qui pouvait sembler insensée, était fondée sur un secret. Dans une vie antérieure, cet homme, Claude, avait déjà prouvé qu'il était un génie. Mais alors que le seigneur espérait le voir rapidement prendre ses responsabilités, la première suggestion de Claude fut pour le moins déconcertante. Pour s'enrichir, il proposait de transformer le domaine en un gigantesque casino. Cette conversation surprenante eut lieu peu de temps après leur arrivée sur le territoire de Fenris. Pour asseoir l'autorité de son nouvel intendant, le seigneur avait organisé une cérémonie de nomination officielle. Une fois les présentations faites, il était temps de se mettre au travail. Le domaine sortait à peine de la tyrannie des Digard, et son état était tout simplement catastrophique. Le seigneur nomma donc Claude à la tête de toute l'administration, avec pour mission de restaurer l'ordre sur ces terres dévastées. Le plan était aussi ambitieux que précis. La première étape consistait à lancer un grand recensement pour retrouver chaque habitant et les renvoyer dans leurs villages respectifs. Une fois cela fait, il faudrait acheter des réserves de nourriture pour au moins 6 mois.
En parallèle, la relance de l'agriculture était une priorité absolue. Chaque famille de fermiers devait être équipée d'un bœuf et d'une charrue. Il faudrait également envisager de défricher une partie des forêts voisines pour gagner de nouvelles terres arables. Le sol était sec et stérile, mais le seigneur avait une solution. Les os d'un serpent géant, vaincu précédemment, seraient broyés en une fine poudre pour servir d'engrais. Enfin, tous les équipements obsolètes du domaine devaient être remplacés et une multitude d'autres problèmes devaient être réglés sans délai. En entendant cette liste interminable, Claude se sentit submergé. Le visage blême, il demanda timidement si c'était une plaisanterie, doutant de pouvoir accomplir seul une telle montagne de travail. Ce n'est qu'une fois de retour dans son bureau que Ghislain lui répondit. Il lui affirma qu'il avait une confiance absolue en son jugement, et que s'il avait besoin d'aide, il n'avait qu'à choisir des hommes parmi les habitants. À peine ces mots furent-ils prononcés que Claude, sans un regard en arrière, tenta de s'enfuir. Ghislain n'eut qu'à murmurer un seul nom, Wendy. L'instant d'après, une ombre tomba du plafond. Une assassin venait de plaquer Claude au sol, le ligotant avec une technique redoutable. Se présentant comme Wendy, elle expliqua avoir été envoyée par Belinda pour assurer la protection de l'intendant. Le jeune seigneur savait que cette méthode était brutale, mais il était convaincu que Claude trouverait bientôt des solutions efficaces pour gérer la situation. Pour le moment, il préférait garder un œil sur eux, ne serait-ce que pour s'assurer que Wendy ne dépasse pas les bornes. Il était conscient de ses devoirs de noble, protéger les habitants de son domaine. Mais des années de pauvreté avaient brisé leur volonté de travailler et nourri une profonde méfiance envers l'aristocratie. Leur problème le plus urgent était la faim. Ignorer cette réalité condamnerait le territoire. Cependant, un autre problème, bien plus personnel, le tourmentait. Ses finances étaient au plus bas. S'il suivait son plan à la lettre, il ne pourrait même plus payer les salaires de ses compagnons d'ici 2 mois et demi. L'un d'eux, Karl, s'en étonna, lui rappelant l'existence de la mine de cristaux magiques. Le seigneur confirma qu'il restait des cristaux, mais qu'il ne pouvait pas tout vendre. Une partie devait être conservée pour leur propre usage, notamment pour les recherches de Vanessa, la magicienne de leur groupe. De plus, la mine n'était pas une ressource éternelle. Il était impératif de créer une source de revenus durable pour assurer l'avenir de tous. Alors que Ghislain Perdium réfléchissait à un moyen de financer son projet, la porte du bureau s'ouvrit à la volée. Claude se tenait sur le seuil, un sourire nerveux et triomphant aux lèvres. Avant même que Ghislain ne puisse lui demander la raison de cette intrusion, l'intendant annonça fièrement qu'il avait trouvé la solution parfaite pour sauver le domaine en un temps record. Son idée de génie ? Transformer le territoire en un gigantesque casino. L'instant d'après, Claude fut violemment éjecté de la pièce d'un coup de pied. Belinda venait de faire son entrée. Ghislain en profita pour donner un nouvel ordre à Wendy. Si jamais Claude osait encore débiter de telles absurdités, elle avait carte blanche pour intervenir. Abasourdi, Claude tenta de se justifier, arguant que puisque ces terres n'étaient pas cultivables, il valait mieux en faire un lieu de divertissement pour attirer et plumer les nobles des environs. Mais Ghislain rejeta fermement son idée. Construire un casino serait certes un moyen rapide de gagner de l'argent, mais cela attirerait inévitablement la pègre et créerait une zone d'ombre difficile à contrôler. Pour le moment, il devait s'en tenir au plan initial. Claude insista, rappelant que les réserves de nourriture s'épuisaient à vue d'œil. Ghislain le coupa net. Il se portait garant du problème de la nourriture. Il promit, d'un ton qui n'admettait aucune réplique, qu'il ferait pousser des récoltes sur cette terre stérile. Il exigea donc de Claude une obéissance totale, sans plus aucune plainte. Face au scepticisme de son intendant, un sourire malicieux se dessina sur le visage de Ghislain. Il lui proposa un pari. C'est alors qu'un autre de ses compagnons, Alfred, se mêla à la conversation, acceptant le défi avec enthousiasme. Encouragé, Claude accepta à son tour le pari, scellant ainsi son sort. 3 mois et demi plus tard, Claude et Alfred se tenaient au milieu des champs, totalement abasourdis. Ils restèrent sans voix pendant près de 10 minutes. Sous leurs yeux, des champs de céréales ondulaient à perte de vue. La terre autrefois aride et sans vie s'était transformée en un océan doré. Partout, les fermiers chantaient en récoltant les fruits de leur labeur, une première pour eux depuis plus d'une décennie. Claude s'approcha de Ghislain, le suppliant de lui révéler son secret. Le jeune seigneur expliqua alors sa méthode. Il avait choisi de planter du seigle, une céréale extrêmement résistante, capable de pousser même dans les environnements les plus hostiles. Mais ce n'était pas tout. Avant de semer, ils avaient enrichi la terre avec de la poudre d'os de serpent, un nutriment incroyablement riche. Puis, la dernière étape, la plus cruciale, avait été de traiter les graines de seigle avec un sort d'amélioration magique. Grâce à ce rituel, les plantes avaient poussé plus vite et offraient des récoltes plus fréquentes. Alfred comprit enfin pourquoi Ghislain avait demandé aux mages de dessiner des cercles magiques pendant des jours. Vanessa, la magicienne du groupe, regardait son seigneur avec des yeux remplis d'admiration, fascinée qu'il ait eu l'idée d'appliquer aux graines un sortilège normalement réservé aux humains. Ghislain, lui, se contenta de répondre avec une fausse modestie que ce n'était qu'une simple inspiration passagère. Ghislain se garda bien de révéler que cette technique agricole était en réalité le fruit de recherches menées dans sa vie antérieure. Pour sa propre sécurité, il était crucial que personne ne découvre jamais sa véritable nature de réincarné.
C'est alors qu'une voix reconnaissante s'éleva de la foule de fermiers. Un homme s'avança et déclara qu'à partir de ce jour, tous lui feraient une confiance aveugle et le suivraient où qu'il aille. Grâce à lui, il n'aurait plus jamais à souffrir de la faim. Profitant de ce moment d'émotion, Claude et Alfred tentèrent de s'éclipser discrètement. Mais Ghislain les surveillait du coin de l'œil. Il les interpella, leur demandant où ils comptaient aller. Les deux hommes prétendirent vouloir simplement être un peu au calme, mais Ghislain n'était pas dupe. Il leur rappela les termes de leur pari. En cas de défaite, il s'était engagé à le servir pendant 10 ans, sans aucune rémunération. Il leur tendit un contrat déjà préparé. Au même moment, ses fidèles subordonnés leur barrèrent la route, leur faisant comprendre qu'ils n'avaient d'autre choix que de signer. Une semaine plus tard, afin de renforcer la puissance militaire de son domaine, Ghislain fit venir un invité de marque, Hubert, le grand maître de la tour cramoisie. Ce dernier arriva en pensant venir célébrer une victoire, et fut passablement irrité d'apprendre que Ghislain avait en réalité besoin de ses services. Le jeune seigneur lui expliqua que la récente bataille avait été extrêmement difficile à gagner. Si difficile, en fait, qu'il n'avait eu d'autre choix que de faire exploser des cristaux magiques pour remporter la victoire. En entendant cela, Hubert entra dans une colère grave. Il hurla demandant à Ghislain pourquoi il lui avait caché une telle chose et pourquoi il n'avait pas simplement fait appel à lui, au lieu de détruire des ressources aussi précieuses. Ghislain répondit calmement que le temps qu'Hubert arrive, il aurait été trop tard. Il ajouta ensuite un argument décisif, si un autre domaine venait à convoiter les terres des Perdium, leur seule option défensive serait de faire à nouveau exploser les cristaux restants, quitte à tout détruire avec eux. Face à cette menace à peine voilée, Hubert se calma aussitôt, demandant à Ghislain de ne pas dire des choses aussi extrêmes. Le jeune seigneur prit ce silence pour un accord. Il exigea alors que la tour cramoisie établisse une antenne officielle sur le territoire de Fenris. Pris au piège, Hubert fut contraint d'accepter. Grâce à l'efficacité des mages, la construction de la nouvelle tour de magie ne prit que 2 semaines et demie, et sa présence acheva de ramener l'ordre et la stabilité sur le domaine. Mais la paix fut de courte durée. Claude apporta bientôt une mauvaise nouvelle. Une rébellion venait d'éclater sur le territoire voisin de Réfort, menée par une certaine Amélia Réfort. Ghislain fut profondément troublé. Dans sa vie précédente, cette révolte avait eu lieu bien plus tard. Le cours de l'histoire était en train de changer. Pendant ce temps, un autre projet germait dans l'esprit de Ghislain. Il avait observé que les nobles de ce pays souffraient tous de la même maladie, une obsession pour l'apparence, qu'il considérait comme un symbole de pouvoir et de dignité. Ghislain comptait bien utiliser cette vanité à son avantage, en développant une formule secrète capable de les rendre beaux sans effort. C'est avec cette idée en tête qu'il annonça à son père sa décision de se rendre à la capitale du royaume de Lutania. Son père ne comprit pas ce départ soudain, mais Ghislain lui assura que ce voyage était l'unique chance de changer le destin de la famille Perdium. Pour prouver sa détermination, il promit également de subvenir aux besoins de leur domaine pendant une année entière. Avant son départ, Ghislain posa une condition. Il demanda à 2 de ses plus fidèles lieutenants, Randolph et oncle Merlin, de se rendre sur le territoire de Fenris pour aider à sa gestion en son absence. Les 2 hommes acceptèrent avec une joie non dissimulée, conscients de l'opportunité qui leur était offerte. C'est alors que son père intervint, le visage assombri par l'inquiétude. Il rappela à Ghislain sa propre mise en garde, le domaine de Réfort, désormais en pleine rébellion, avait des vues sur les terres des Perdium. Il craignait que les ennemis de son fils, comme Desmond, ne profitent de son absence pour s'allier à Réfort et lancer une attaque coordonnée. Dans une telle situation, leur domaine ne pourrait pas tenir. Ghislain comprit les craintes de son père, mais lui exposa sa stratégie. Il expliqua qu'Amélia, la meneuse de la rébellion, aurait besoin de beaucoup de temps pour stabiliser son propre territoire. C'était cette précieuse fenêtre de temps qu'il devait exploiter pour renforcer leur propre force. Stupéfait, son père lui demanda quel était son plan. La réponse de Ghislain fut aussi simple qu'audacieuse. Il comptait rallier le royaume tout entier à la cause des Perdium. Après un voyage de 2 jours et demi, Ghislain et sa suite arrivèrent enfin à Lutania, la capitale du royaume. La cité était d'une splendeur écrasante. Ses bâtiments majestueux et son immense château perché au sommet d'une colline donnait au petit domaine comme celui des Perdium des allures de jouet. Mais cette grandeur n'inspira à Ghislain qu'une profonde aversion. Une haine si viscérale qu'il confia à voix basse son envie de tout réduire en cendres. Cette violente réaction stupéfia Claude, qui demanda discrètement des explications à Wendy. L'assassin lui répondit simplement de ne pas poser de questions et de faire une confiance aveugle à son maître. Mais Claude ne pouvait s'en empêcher. Son intuition lui disait que quelque chose de profondément anormal se cachait chez Ghislain, une rancœur ancienne, presque comme une blessure héritée d'une autre vie. Cette haine n'était pas nouvelle. Elle prenait racine dans ses souvenirs. Dans sa vie antérieure, Ghislain avait déjà vu cette forteresse réputée imprenable, prétendument bénie par une déesse. Des légendes auxquelles il ne croyait pas, car il avait lui-même réussi à la conquérir. C'est ici même que sa vie de vengeance s'était achevée. Il se souvenait d'avoir pris la capitale d'assaut pour tuer le nouveau duc, un certain Delphine, avant de découvrir qu'il n'était pas là. Aveuglé par sa soif de revanche, il avait commis l'erreur fatale de considérer tout le monde comme son ennemi.
Cette défaite lui avait enseigné une leçon cruciale. Seul, on ne peut rien accomplir. Tirant un trait sur ses pensées, Ghislain se mit en quête d'une résidence. Ils trouvèrent bientôt une offre alléchante, un manoir immense et grandiose, doté d'un vaste jardin, le tout pour un prix étonnamment bas. Pour Ghislain, cela suffisait amplement. Mais Claude et les autres se méfièrent aussitôt, trouvant que l'endroit ressemblait étrangement à une maison hantée abandonnée. L'agent immobilier, visiblement nerveux, balbutia que la demeure n'avait simplement pas été entretenue depuis longtemps. Au même moment, des dizaines de corbeaux s'envolèrent brusquement du manoir dans un chaos de plumes noires, faisant sursauter même Gordon, la force brute du groupe. L'agent tenta de minimiser l'incident, assurant que les rumeurs de fantômes n'étaient que des calomnies sans fondement et que la maison était parfaitement saine. Ghislain, imperturbable, demanda le prix. Claude se précipita pour l'arrêter, pointant du doigt le visage suspect de l'agent et insistant sur le fait que de telles rumeurs avaient toujours une part de vérité. Mais le jeune seigneur balaya ses inquiétudes d'un revers de main. Il déclara que même si des fantômes existaient, ils ne représentaient aucune menace pour eux. L'agent immobilier, pensant avoir affaire à un jeune noble riche et naïf, tenta sa chance. Il annonça un prix de 1000 pièces d'or, tout en précisant que la valeur réelle de la propriété, terrain compris, avoisinait les 2000. Sans se démonter, Ghislain l'interrompit et contre-proposa un prix de 2 cents pièces. Il ajouta avec un faux air craintif qu'il avait très peur des fantômes et que si ce prix ne lui convenait pas, ils iraient simplement voir ailleurs. L'agent refusa catégoriquement, arguant qu'un tel manoir à ce prix était introuvable dans la capitale. Ghislain sortit alors son argument massu. Il expliqua d'un ton glacial que les frais d'entretien d'un tel domaine dépassaient de loin sa valeur marchande. De plus, même si la maison restait invendue, le propriétaire devait s'acquitter chaque année d'une lourde taxe foncière. L'agent immobilier sentit des sueurs froides perler sur son front. Ghislain avait touché en plein dans le mille. Serrant les dents, il finit par accepter l'offre. Pendant toute la durée de leur échange, à l'étage du manoir, une étrange silhouette les observait en silence. Une fois l'acte signé, Ghislain confia la direction des rénovations à Belinda, et toute l'équipe se mit au travail. C'est alors que Claude, toujours aussi perplexe, vint trouver son maître. Il lui demanda comment il comptait s'y prendre pour nouer des liens avec la noblesse de la capitale. Il doutait fort que les aristocrates locaux daignent ne sauraient qu'adresser la parole à un noble venu d'une région reculée. Ghislain reconnut que son raisonnement était juste. Du point de vue des nobles de la capitale, il n'avait aucune raison de leur accorder du temps. Mais il avait déjà trouvé la parade, ce ne seraient pas eux qui iraient voir les nobles, mais les nobles qui viendraient à eux. Il emmena alors Claude et les autres dans une pièce transformée en laboratoire. Devant leur air interrogateur, il leur expliqua son plan. Ils allaient se lancer dans la fabrication de produits cosmétiques. Il précisa que dans un premier temps, ils produiraient des échantillons en petite quantité, qu'ils enverraient en cadeau à chaque famille noble de la capitale. Ghislain était certain qu'une fois le produit essayé, tous chercheraient désespérément à le rencontrer. Car pour la noblesse, l'apparence était un symbole de pouvoir, et ils étaient prêts à tout pour paraître plus beaux et plus jeunes. Ghislain nous révéla alors une partie de son secret. Cette recette, il l'avait apprise dans sa vie antérieure. Dans le futur, expliqua-t-il, les gens découvriraient que les cosmétiques à base de plomb et de mercure étaient nocifs pour la peau. Une famille, les Delphines, ferait alors fortune en développant des produits sûrs, capables non seulement de sublimer la beauté, mais aussi de réparer les dégâts causés par les anciens maquillages. Il leur détailla ensuite la recette. Il fallait d'abord oxyder du zinc par magie pour le réduire en poudre. Parallèlement, il fallait faire fondre de la cire d'abeille et la mélanger à de l'huile de tubéreuse et à de l'extrait de karité. Une fois le mélange tiédi, on y ajoutait la poudre d'oxyde de zinc, ainsi qu'une huile essentielle spéciale extraite d'une plante appelée « bénédiction des fées ». Le produit devait ensuite reposer une journée entière pour être parfaitement stable. Ghislain était formel, une fois que les nobles auraient essayé ce produit, ils ne pourraient plus jamais s'en passer. Il confia à Claude la mission de distribuer les futurs échantillons. Pendant qu'ils discutaient, des yeux les épiaient depuis l'extérieur de la fenêtre. La nuit tomba, et le manoir s'endormit. Soudain, un éclair illumina le salon. Une silhouette venait d'apparaître au milieu de la pièce, et elle se dirigeait droit vers les cosmétiques qui reposaient sur la table. Mais Ghislain n'avait pas dormi, il attendait, parfaitement calme. Il interpella alors l'intrus, lui demandant s'il était le fameux fantôme dont parlaient les rumeurs. Surprise d'avoir été découverte, la guerrière masquée ne montra aucune hésitation. Elle dégaina son épée et chargea Ghislain avec une vitesse fulgurante. Mais pour le jeune seigneur, cette vitesse était loin d'être impressionnante. Il para sans effort le premier assaut. Il fut cependant surpris par la technique de son adversaire. La femme en armure maniait sa lame avec une souplesse et une maîtrise de la force qui frôlait la perfection, chaque mouvement décrivant une courbe gracieuse et mortelle. Malgré son talent, Ghislain savait qu'elle ne faisait pas le poids. Son expérience du combat, forgée dans une autre vie, était bien supérieure. Son style lui rappela d'ailleurs une famille bien précise. Alors qu'il bloquait une nouvelle passe d'armes, son adversaire sembla comprendre qu'elle lui était inférieure. Elle prit rapidement ses distances. D'un bond puissant, elle s'éleva dans les airs pour tenter une attaque plongeante. Une technique certes puissante, mais terriblement prévisible et pleine d'ouverture. Pour Ghislain, c'en était trop. Il exploita l'une des nombreuses failles de l'assaut et la maîtrisa en quelques secondes.
Une fois son ennemi vaincu, il lui posa une question. Quel était son lien avec la famille Branford? Le bruit du combat finit par réveiller Belinda et les autres. Mais le temps qu'ils arrivent, la femme en armure s'était déjà évanouie dans la nuit. Après s'être assuré que Ghislain n'avait rien, ses compagnons se calmèrent. Ghislain, lui, affichait un air triomphant. Il leur annonça avec excitation que leur heure de gloire était sur le point d'arriver. Le lendemain matin, dans un somptueux manoir de la capitale, la comtesse Muriel d'Aylesbury se contemplait dans son miroir. Bien que sa servante ait appliqué son maquillage avec un soin infini, la comtesse restait maussade. Elle se souvenait avec nostalgie de sa jeunesse, de l'époque où elle était l'icône de la mode de toute la cité, celle que toutes les dames de la haute société imitaient. Aujourd'hui, le maquillage n'était plus qu'un simple voile pour masquer les ravages du temps. Alors que sa femme de chambre l'informait qu'il était temps de partir pour son rendez-vous, le regard de la comtesse se figea sur elle. La jeune servante perplexe se demanda quelle faute elle avait bien pu commettre. Soudain, la comtesse se jeta sur elle, lui attrapant le visage entre ses mains. Elle exigea de savoir comment elle faisait pour avoir une peau aussi parfaite, et quels produits elle utilisait. La servante expliqua alors que le comte d'Aylesbury avait récemment reçu en cadeau une série de produits cosmétiques. Ne s'en souciant guère, il les avait simplement distribués à ses domestiques. Après avoir obtenu toutes les informations, la comtesse Muriel se rendit sans plus attendre à l'adresse d'origine des mystérieux produits. C'est ainsi qu'un cortège impressionnant arriva devant le manoir fraîchement acquis par Ghislain. Claude et les autres furent stupéfaits. Ils se demandèrent quel grand personnage pouvait bien se déplacer en personne dans un quartier aussi malfamé. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de quelqu'un d'extrêmement important. C'est à cet instant précis que Claude se souvint des paroles de son maître, « Je ferai en sorte que ces nobles viennent à moi ». Alors qu'il restait figé par la surprise, Wendy le rappela à l'ordre, lui intimant de se remettre au travail. Claude la guida à travers le jardin, où Ghislain l'attendait déjà. La comtesse le toisa, lui demandant s'il était bien le nouveau seigneur qui venait de conquérir le territoire de Fenris. Ghislain interrompit aussitôt son travail. Il s'approcha, prit la main de la comtesse et la baisa avec un respect parfait, se présentant comme le maître des lieux. Mais la comtesse n'était pas d'humeur aux mondanités. Elle lui fit remarquer sur un ton sec qu'elle n'avait reçu aucun cadeau de sa part et qu'elle n'avait entendu parler de ces produits que par son époux. Ghislain ne se laissa pas décontenancer. Il répondit avec un calme désarmant qu'il n'avait pas osé, expliquant qu'envoyer un simple échantillon à celle qui était considérée comme la reine des tendances de la capitale aurait été, selon lui, un manque de respect. Cette flatterie subtile fit son effet. Muriel, visiblement apaisée, décida d'aller droit au but. Elle lui ordonna de lui remettre ses cosmétiques. Elle confirma les avoir essayés et les trouver si exceptionnels qu'elle ne voulait plus en utiliser d'autres. Elle exigea l'exclusivité totale, ajoutant que le seul rôle de Ghislain devait être de se concentrer sur leur production. Avec un sourire poli, Ghislain déclina sa proposition. Il répondit qu'il serait ravi de la compter parmi ses clientes si elle souhaitait passer une commande en gros. Le visage de la comtesse se durcit. Elle le mit en garde. Lancer une affaire dans la capitale était une entreprise périlleuse. Aussi excellent que soit un produit, il était presque impossible de percer les cercles de pouvoir existants, et le risque de voir son commerce ruiné du jour au lendemain était bien réel. Face à cette menace à peine voilée, Ghislain resta de marbre. Puisque la comtesse tenait tant à ses produits, il lui annonça que le prix de vente serait donc un peu plus élevé. Il fixa le prix de l'unité à 100 pièces d'or. Muriel resta bouche bée pendant un long moment, persuadé qu'il plaisantait. Mais Ghislain était parfaitement sérieux. Il lui expliqua que puisqu'une dame de son rang, une reine de la haute société, avait jeté son dévolu sur ce produit, le prix qu'il proposait n'était qu'un point de départ. Elle-même pourrait le revendre bien plus cher, renforçant ainsi son prestige. La comtesse fut déstabilisée par son assurance. 100 pièces d'or, c'était le prix d'un bijou ou d'un meuble de luxe. Elle comprit qu'il était en train de la pousser à renoncer à son exigence d'exclusivité. Voyant son hésitation, Ghislain joua sa dernière carte. Il lui fit une nouvelle proposition, lui offrant un honneur unique, qui la distinguerait de toutes les autres. Les yeux de la comtesse Muriel s'écarquillèrent, mais avant même qu'elle ne puisse demander de quel honneur il s'agissait, Ghislain fit apporter un coffret rempli de cosmétiques, qu'il avait préparé à l'avance. La surprise de la comtesse se mua en un véritable émerveillement. Ghislain lui expliqua que les échantillons qu'elle avait reçus n'étaient qu'une version incomplète du produit. Ce coffret contenait la formule finale, et il le lui offrait en cadeau, pour sceller leur nouvelle relation. Il ajouta que si ce produit était destiné à révolutionner le marché, elle, Muriel, serait la toute première à en guider la destinée. Un statut qui ne pourrait jamais lui être contesté. À ces mots, la comtesse éclata d'un rire sincère et ravi. Elle accepta le cadeau, scellant ainsi leur pacte. Elle se chargerait de faire de cette gamme la marque la plus prestigieuse du royaume, pendant que Ghislain se concentrerait sur le développement. Pressée par son rendez-vous, elle prit congé, non sans lui assurer qu'elle répondrait favorablement à toute requête de sa part, du moment que cela restait dans la limite de ses capacités. Ghislain saisit immédiatement l'occasion. Il lui demanda de transmettre un message au marquis Branford. Le baron Ghislain Perdium était en mesure de résoudre le problème de sa fille. Derrière cette mystérieuse requête se cachait une tragédie. La fille du marquis, une jeune femme d'une beauté légendaire, vivait recluse, perpétuellement cachée sous une lourde armure.
2 ans et demi plus tôt, elle avait contracté une maladie incurable qui avait couvert son corps de taches rouges semblables à des pétales de fleurs. Aucun médecin n'avait su la guérir. Rongée par la honte, elle s'était isolée dans le manoir abandonné, celui-là même que Ghislain venait d'acheter. C'était elle, la guerrière en armure qu'il avait affrontée. Le plan de Ghislain fonctionna à merveille. Non seulement la comtesse Muriel acheta l'intégralité de leur stock, leur assurant des profits considérables, mais elle lui obtint également une audience avec le marquis. Claude, euphorique, suggéra de profiter de cette nouvelle connexion pour développer d'autres affaires dans la capitale. Belinda, elle, restait de marbre, se demandant pourquoi il se réjouissait d'un argent qui ne lui appartenait pas. De son côté, Ghislain analysait la situation avec plus de recul. Cette alliance avec la comtesse venait de donner naissance à une faction si influente que même la famille royale ne pourrait l'ignorer. Pourtant, dans son esprit, ce n'était qu'une étape mineure. Son véritable objectif était tout autre. Alors qu'il s'apprêtait à aller se reposer, il sentit une présence dans le jardin. Un chevalier en armure se tenait là. Il était un messager du marquis Branfort. Ghislain était convoqué. Le lendemain, il se rendit au château du marquis à l'heure convenue. Guidé par des soldats à travers d'immenses couloirs, il arriva enfin devant le maître des lieux. Il se présenta comme le baron Ghislain, premier héritier de la famille Perdium. Mais le marquis ne daigna même pas lever les yeux de ses parchemins. Ce fut l'un de ses assistants qui, d'un ton froid, prit la parole à sa place. L'assistant du marquis rappela à Ghislain que son maître s'était personnellement renseigné sur la guerre menée contre la famille d'Igard. Il avait eu son titre en tuant un comte. Le marquis prit enfin la parole, fixant Ghislain. Il lui fit remarquer que sa ressemblance avec son père était frappante. Cette remarque confirma les soupçons de Ghislain. Le marquis surveillait de près les régions frontalières. Le jeune seigneur savait, grâce à ses souvenirs d'une autre vie, que cet homme deviendrait un jour le chambellan royal, le noble le plus puissant du royaume, et le principal rival du duc Delphine. Ghislain réalisa que sans le soutien de la comtesse Muriel, il n'aurait jamais obtenu cette audience aussi rapidement. Son regard se posa alors sur le bureau du marquis. Dessus bien en évidence, se trouvait l'un de ses produits cosmétiques. Son plan se déroulait à la perfection. Le marquis reprit la parole, expliquant que la comtesse Muriel était venue le voir la veille, et lui avait affirmé que Ghislain était capable de résoudre le problème de sa fille, Rosaline. Ghislain répondit avec une confiance absolue qu'il pouvait effectivement la guérir. Le marquis laissa échapper un soupir las. Il trouvait Ghislain bien audacieux de prétendre pouvoir soigner une maladie incurable depuis des années, sans même avoir jamais vu la patiente ni connaître ses symptômes. Mais Ghislain avait préparé sa réponse. Il expliqua qu'il avait entendu des rumeurs sur cette maladie en collectant des informations dans la capitale, et qu'il avait déjà eu l'occasion de traiter une affection similaire par le passé. Peu impressionné, le marquis lui conseilla de rentrer chez lui. Il lui expliqua que de nombreux autres avant lui avaient tenté de guérir Rosaline et avaient tous échoué. Ce serait un immense gâchis qu'un jeune homme aussi prometteur y perde la vie inutilement. Face à ce renvoi, Ghislain comprit qu'il devait changer de tactique. Il demanda alors directement au marquis s'il n'avait donc aucune envie de voir sa fille retrouver son apparence d'antan. Le marquis balaya sa question d'un revers de main, qualifiant la maladie de simple éruption cutanée, sans danger mortel, et prétendit ne l'avoir convoquée que pour voir son visage de ses propres yeux. Ghislain saisit l'ouverture. Il rétorqua que si c'était là l'avis du marquis, il doutait fort que sa fille Rosaline le partage. Cet argument fit mouche. Le marquis pour la première fois, sembla ébranlé. Il finit par céder, autorisant Ghislain à essayer, s'il était si sûr de lui. La maladie de Rosaline était en effet une véritable malédiction. Surnommée le châtiment divin, elle couvrait son corps de taches rouges en forme de pétales, forçant la jeune femme, d'une beauté incomparable, à vivre cachée sous une lourde armure. Même les prêtres dotés de pouvoirs divins n'avaient pu la guérir. Le marquis avertit Ghislain qu'en cas d'échec, il y laisserait sa vie, mais qu'il ne s'interposerait pas. Il ordonna à son assistant de fournir à Ghislain tout le soutien nécessaire, promettant une récompense considérable en cas de succès. Alors que l'assistant s'inclinait, Ghislain l'interrompit. Il déclara qu'une simple récompense ne suffirait pas. Il voulait que le marquis lui promette quelque chose qu'il désirait ardemment. Le regard du marquis s'assombrit. Il lui ordonna d'une voix glaciale de répéter ce qu'il venait de dire. Au lieu de s'exécuter, Ghislain choisit la flatterie, qualifiant le marquis de pilier du royaume, pour qui un simple petit souhait ne serait qu'une formalité. Le marquis lui demanda s'il était bien en train d'exiger une récompense en échange de la guérison de sa propre fille. Ghislain répondit par l'affirmative avant de porter le coup final. Comment un homme qui se prétendait être le pilier du royaume et sa plus grande force, pouvait-il être incapable de protéger la vie d'un membre de sa propre famille? Ghislain poursuivit son raisonnement, demandant au marquis à quoi servait le pouvoir, s'il était incapable de protéger ce qui comptait le plus. En entendant une telle insolence, Claude qui observait la scène, sentit son sang se glacer, persuadé que son maître venait de signer son arrêt de mort. Le marquis cependant, ne se mit pas en colère. Il expliqua que Ghislain ne comprenait pas les conséquences politiques d'un tel acte. Toute faveur qu'il lui accorderait aurait un coût. Mais s'il insistait, il était prêt à mettre leur honneur à l'épreuve. Le visage de Ghislain se fit plus déterminé encore. Il accepta le test, et promit de donner le meilleur de lui-même.
Le marquis se tourna alors vers ses assistants et donna ses ordres, d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. Le trésorier royal devait se tenir prêt à couper toute aide financière au domaine des Perdium. Simultanément, la garde devait encercler le manoir de Ghislain dans la capitale et en interdire toute entrée ou sortie. Le jeune seigneur avait une semaine, et pas un jour de plus, pour lui présenter sa fille Rosaline, en parfaite santé. Ghislain accepta les conditions avec un sourire confiant, certain de pouvoir la guérir. Mais à ses côtés, Claude et Belinda étaient en proie à la panique. C'était un désastre. Si la plus puissante famille du royaume décidait d'agir contre eux, leur domaine serait anéanti en un clin d'œil. Ils se demandèrent pourquoi leur maître risquait sa vie, et la leur, pour une parfaite inconnue. Pendant ce temps, dans le manoir isolé, Rosaline sentait une nouvelle crise la consumeur. La douleur lui rappela les paroles de son père, venir en aide aux faibles n'était qu'un acte d'hypocrisie. Pour avoir le droit d'aider, il fallait d'abord acquérir une force incontestable. Elle avait suivi à la lettre les préceptes de son père. Elle était devenue forte. Mais tous ses efforts n'avaient abouti qu'à cette apparence pathétique, cachée sous une armure. Rongée par le désespoir, elle s'apprêtait à mettre fin à ses jours. C'est à cet instant précis que Ghislain apparut devant elle. Il lui dit qu'il savait qui elle était, et qu'il était venu lui rendre l'apparence qu'elle désirait tant. Ghislain se présenta formellement, comme le premier héritier de la famille Perdium. Surprise, Rosaline retrouva rapidement sa contenance et lui demanda pourquoi il était là. Ghislain lui expliqua patiemment qu'il était venu pour la soigner, et lui demanda si les cosmétiques qu'il lui avait laissés avaient eu le moindre effet. Pour toute réponse, Rosaline lui lança le flacon à la figure. Elle lui cria qu'il n'était pas le premier à prétendre pouvoir la guérir, et que tous, sans exception, avaient échoué. Elle lui ordonna de partir et de ne plus jamais la déranger. Rosaline rejeta son offre avec mépris, persuadée que ses efforts seraient vains. Elle lui lança qu'il était comme tous les autres, venu satisfaire sa propre ambition avec de belles paroles. Ce n'était pas parce que ses cosmétiques étaient efficaces qu'il devait se croire différent. Ghislain comprenait sa douleur et son amertume. Il connaissait son histoire. Rosaline n'était pas n'importe qui. Fille d'un grand dignitaire et d'une ministre des Finances, elle était le trésor le plus précieux de son père depuis la mort de sa mère. C'était un prodige, une épéiste et une magicienne accomplie, une mécène influente dans de nombreux domaines. Mais cette maladie de peau inconnue avait tout anéanti. Malgré tous les efforts de sa famille, aucun remède n'avait été trouvé, poussant son père à envisager un mariage politique comme seule issue pour la protéger. Mais Ghislain, lui, connaissait la véritable cause de son mal. C'était une éruption cutanée irréversible, provoquée par un entraînement magique inadapté qui avait déséquilibré et endommagé ses circuits de mana. Soudain, Rosaline déchaîna une vague de puissance magique terrifiante, lui ordonnant de partir avant qu'elle ne le tue. Ghislain savait que plus elle dépensait son mana de la sorte, plus sa condition s'aggraverait, rendant la guérison difficile. Il n'avait plus le choix, il devait employer la force. Il s'excusa, lui assurant qu'il voulait sincèrement l'aider, et engagea le combat. Leurs armes s'entrechoquèrent, mais Rosaline était bien plus faible que lors de leur première rencontre. En un seul échange, Ghislain la maîtrisa et la plaqua au sol. À son appel, Belinda et Wendy se précipitèrent et la ligotèrent fermement. Rosaline les menaça, leur hurlant de la relâcher, mais Ghislain resta de marbre. Il avait l'autorisation du marquis. Il ordonna ensuite à Belinda de retirer le casque de Rosaline. Il devait examiner son état avant de commencer le traitement. Lorsque le haume tomba, révélant enfin son visage, tous restèrent figés de stupeur. Tous, sauf Ghislain. Après un rapide examen, il annonça que le traitement durerait une semaine et lui conseilla de cesser de se débattre. Elle le traita de fou, persuadée qu'il avait signé son arrêt de mort. Ghislain lui présenta alors un argument d'une logique implacable. S'il échouait, le marquis le tuerait. Mais si elle refusait le traitement, elle mourrait bientôt de toute façon. Ces mots brisèrent la carapace de la jeune femme. Des larmes se mirent à couler sur ses joues, trahissant son profond désir de vivre. Ghislain la rassura. Pour lui, cette maladie n'était qu'un détail, et il était certain de réussir. Car le remède qu'il s'apprêtait à utiliser, se dit-il en secret, avait été créé par la Rosaline du futur elle-même, au prix d'efforts acharnés. Il posa sa main sur elle et commença à canaliser son mana. Rosaline poussa un cri de douleur. Dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle. Pourquoi elle ? Pourquoi un tel sort ? Mais les paroles de Ghislain lui revinrent en mémoire. Sans traitement, sa mort était certaine. Alors, puisqu'elle devait mourir, autant tenter le tout pour le tout. Elle prit une résolution. Elle se laisserait faire. Mais si Ghislain osait la trahir, s'il ne faisait que jouer avec elle, elle jura que même en tant que fantôme, elle trouverait un moyen de le tuer. Pendant toute la semaine, le manoir resta encerclé par les soldats du marquis, toute entrée et sortie strictement interdite. Si la situation plongea la plupart des habitants dans l'angoisse, car les Gillons, eux, restaient parfaitement sereins. Attablés autour d'un tonneau de vin, ils se contentaient d'attendre, convaincus, comme toujours, que leur chef n'allait pas les décevoir. Une semaine plus tard, jour pour jour, le marquis se présenta au manoir comme convenu. Lorsqu'il pénétra dans la pièce où se trouvait sa fille, il s'arrêta net, incapable de croire ce qu'il voyait. Ghislain croisa son regard et sans un mot, retira le voile qui couvrait le visage de Rosaline.
Le marquis fut d'abord saisi par un choc si intense qu'il en perdit ses mots. Puis, une profonde émotion submergea ses traits durcis. Cela faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas vu le véritable visage de sa fille. La nouvelle de la guérison miraculeuse de Rosaline se répandit comme une traînée de poudre. Ghislain fut convoqué au château pour recevoir la récompense promise. Le marquis reconnut qu'il avait tenu parole. Ghislain souriant, le remercia de lui avoir donné une chance de prouver sa valeur. Le moment était venu pour le marquis d'honorer sa part du marché. Il demanda au jeune seigneur de nommer sa récompense. Dans la salle d'audience, un silence total se fit. Tous les regards étaient tournés vers Ghislain. Sa réponse fusa, claire et audacieuse. Il demanda au marquis Branfort de devenir son protecteur. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Claude lui-même comprit instantanément la portée d'une telle requête. Si le noble le plus puissant du royaume devenait leur protecteur, il serait également le garant de toutes leurs actions. C'était le moyen le plus rapide et le plus efficace d'asseoir leur prestige et leur légitimité. Le marquis laissa échapper un léger sourire. Il fit remarquer que ce petit souhait était loin d'être anodin, et que Ghislain avait de toute évidence préparé son coup depuis le début. Alors que le jeune seigneur pensait avoir atteint son but, le marquis ajouta qu'il avait déjà un autre candidat en tête pour représenter les intérêts du Nord. Ghislain devina aussitôt qu'il s'agissait du comte Hubert. Le marquis le mit au défi, lui demandant pourquoi il était si certain, alors que d'autres grandes familles comme les Réfort ou les Desmond existaient. Ghislain exposa alors une analyse politique d'une lucidité implacable. Desmond était imprévisible. La famille Réfort était paralysée par des conflits internes. Digard était mort, victime de sa propre cupidité. Seul le comte Hubert, riche, proche du pouvoir royal et doté de la puissance militaire de la tour cramoisie, était un candidat viable. Le marquis, sans confirmer son analyse, lui posa la question décisive. Quel était donc le défaut d'Hubert? Ghislain répondit avec une franchise brutale. Le marquis au fond de lui, ne l'aimait pas. Hubert était un homme bon, mais il était aussi indécis, paresseux et facilement influençable, ce qui en faisait une proie facile pour ses ennemis. C'était là l'argument final de Ghislain. Il demanda solennellement au marquis de le recommander comme nouveau représentant du Nord. Le marquis se leva, visiblement impressionné. Il déclara alors, prenant à témoin toute l'assemblée, qu'il, marquis Branfort, accorderait son soutien total au baron Ghislain Perdium et deviendrait son protecteur. Dorénavant, les ennemis de Ghislain seraient ses ennemis. À son tour, Ghislain prêta serment, jurant de faire toujours passer l'honneur du marquis avant toute chose. C'est alors qu'une voix les interrompit, c'était Rosaline. Elle s'approcha, remercia Ghislain et le félicita. Puis, devant son père et toute la cour, elle lui fit à son tour une promesse. Elle déclara qu'à partir de ce jour, elle serait son plus fidèle soutien. « Monseigneur,